Bonjour et bonsoir, chers frères et sœurs. C'est toujours votre frère Kinkela Wamazulu. Aujourd'hui, je vous rejoins, nous retournons de nouveau sur le plateau du MANA, mouvement anti-nazi africain, actif en Scotland. Le MANA travaille en collaboration avec le groupe Congo Support du président Okito que je salue et du président Jegal Mukwete de Newcastle. Aujourd'hui, après les événements qui se sont déroulés en République démocratique du Congo, déjà depuis le début de l'année, nous avons connu une période assez chaude, très caractéristique, avec beaucoup de pertes de vie. Aujourd'hui, hier, il y a une ville morte. Aujourd'hui, il s'ensuit une ville morte. Nous avons une situation où les pouvoirs non élus représentés par l'hégémonie Kabila, régime Kabila, maintient les territoires congolais, les peuples congolais dans un état d'otage. Le peuple congolais est otage de cette situation un peu cynique, une situation que beaucoup trouvent du mal à décrire parfaitement, puisque les milieux ou le monde politique est inondé de faux prophètes. À gauche ou à droite, c'est-à-dire du côté de la politique de l'opposition, est composé en réalité des personnes qui sont sous les services d'autres forces qui sont restées pendant très longtemps connus du peuple congolais, d'autant plus que nous allons essayer un peu d'étudier cette situation et tourner autour. Aujourd'hui, nous allons, essayer d'approfondir un article qui sera publié entre demain et après-demain sur le blog Kinkela Wamazulu. Vous pouvez aller lire. Ici, nous allons procéder à une étude un peu approfondie. Le titre de cet article s'intitule « La destruction du Congo, une conspiration, une arme létale au cœur de l'Afrique ». En fait, aujourd'hui, nous allons essayer de faire une étude assez approfondie de la complexe situation congolaise et africaine. Aujourd'hui, nous avons un régime qui est reconnu être sous la dictature de son Führer, Joseph Kabila. Mais essayons un peu d'y comprendre encore plus, du point de vue intellectuel, bien entendu, et social. Nous allons essayer de faire une étude. Nous allons entrer dans l'étude de l'histoire. Nous allons aussi analyser des situations exotériennes. Aussi, nous allons rentrer un peu dans ce qu'on appelle l'étude linguistique ou l'étude caractéristique des histoires. Okay? La manière dont, en partant de la social engineering, c'est-à-dire une formation ou disons une disposition sociale qui est propre de l'ingénierie, pour comprendre, donner une interprétation, parce qu'ici, il ne s'agit pas surtout de définir une réalité absolue. Je n'en ai pas les moyens, je ne dispose pas, les moyens. Il s'agit ici d'apporter une interprétation un peu plus étudiée, un peu plus approfondie. Alors, pour arriver au Congo, je vais partir de la situation qui se passe en Europe ou dans le monde. Le monde est en tourbillonnement. On est à les tensions diplomatiques qu'on pourrait définir même militaires sont tendues entre l'Angleterre et l'Espagne sur la propriété ou l'exclusivité du détroit de Gibraltar. La première ministre britannique a défini qu'il est prêt à aller en guerre. Nous avons la situation entre le Pakistan et l'Inde. Nous avons un conflit militaire entre la Russie et les États-Unis. Sans souligner encore un autre conflit, une zone de conflit entre toujours la Russie et l'Europe. Et pour ne pas parler de la Chine.
ainsi de suite. Dans cette complexité qui peut apparaître difficile à appréhender, eh bien, les discours congolais ou disons africains s'y trouvent grandement aujourd'hui. En parlant du Congo, en réalité, je parle de l'Afrique tout entière parce que, avec des différences bien soulignées, la situation congolaise ressemble beaucoup à la situation africaine et pas seulement ressemble beaucoup à la situation des pays, disons, noirs. Alors, dans le Moyen Âge ou dans l'époque qui vient, disons, jusqu'au XVIIIe siècle, durant les guerres, il y avait une technique qui avait toujours été utilisée pour contraindre à la défaite les peuples avec lesquels on était en guerre. Cette technique a été utilisée aussi, nous avons sur les records contre les peuples Ntotsa par la Cecil Rhodes. C'est celui de boucler les peuples et de les laisser mourir sur elles-mêmes. C'est la même situation qui est aujourd'hui au Congo, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé dans les temps? On attaquait une population parce que dans les temps, les champs étaient situés à l'extérieur des murs de ville, ou disons, on parlait souvent des châteaux forts. Les châteaux forts étaient pour assurer la défense des personnes. Et quand une ville était attaquée par les autres, qu'est-ce que les gens faisaient? On rentrait à l'intérieur des murs, on fermait les murs, et les gardes, les militaires, l'armée était positionnée sur les murs pour battre, disons, pour engager le combat avec la partie agressante. Que faisait la partie agressante pour s'assurer la victoire? Tout simplement, ils n'attaquaient pas. S'étant assuré que les peuples s'étaient enfouis à l'intérieur des murs, il montait ce qu'on appelle l'assiégement. Il assiégeait. Okay? Il attendait jusqu'à ce que, sans combattre, vous consommiez tout ce que vous aviez comme réserve alimentaire et que vous mouriez de faim. Quand vous allez mourir de faim, vous allez vous-même vous laisser entre leurs mains. Cette technique avait deux objectifs. D'un côté, celui de prendre d'une victoire politique et idéologique, si nous pouvons le dire ainsi. De l'autre côté, avant qu'un peuple ou une armée, un peuple décide de se livrer, c'est parce que ils ont déjà acquis un grand nombre de morts, c'est-à-dire beaucoup d'entre eux sont morts par la faim, par les maladies ou peut-être même par la peur. Alors, l'autre objectif dont je parlais, c'était celui du contrôle de la population, la diminution de la population. Et cette technique, c'est la même situation que nous sommes en train de voir à la République démocratique du Congo, République dite démocratique du Congo, seulement de l'intérieur. C'est-à-dire, il y a une force qui maintient, qui enclave les pays en les coupant de l'extérieur. Je vais donner un exemple. Importer quelque chose au Congo quand on est congolais est extrêmement coûteux. Il est beaucoup plus coûteux d'importer quelque chose de la France aux États-Unis, que de la France au Congo. Il est beaucoup plus coûteux d'exporter une chose du Congo pour le peuple congolais. Parce qu'ici, la chose est bien est bien définie. Il s'agit des peuples congolais. C'est-à-dire, ils sont mis dans une situation où nous pouvons les définir qu'ils sont coupés du monde extérieur parce qu'il faut beaucoup d'efforts pour obtenir, pour faire les choses les plus simples. Au niveau de la République démocratique du Congo, au niveau de Kinshasa et de toutes les autres villes, qu'est-ce qui se passe? Les étrangers qui arrivent peuvent facilement se livrer au commerce, au business et autres, pendant que cela est impossible, sinon interdit. Pas interdit de fait, mais il est rendu difficile, sinon impossible pour les fils des pays de pouvoir faire une activité économique et réussir. Le Congo est un des pays les plus riches du monde, avec une population les plus pauvres du monde, pas seulement parce que ils sont peut-être pas aussi émancipés que tous les autres, mais c'est parce qu'ils sont assiégés par une force ennemie, une force destructive, une arme létale qui a été vendue pour armer. Cette histoire, c'est l'histoire de Joseph. Et vu que notre monde, le monde, francophone, le monde francophone et le monde chrétien,
il suit une lignée bien définie. C'est la lignée donnée par la culture hébreuse, en référence avec l'histoire de la Bible. Et quand on parle de la Bible, nous allons toujours avec les pieds bien lourds parce que la Bible est un document qui a été transcrit et retranscrit des millions et des milliers de fois. Comme disent tous les grands étudiants israéliens hébreux de la Bible, on ne peut rien dire dessus. Mais nous savons une chose, que du point de vue, si nous l'examinons comme un business plan, c'est-à-dire ce qui va arriver, ce qui a été prévu, il est un bon parcours, un parchemin. D'autant plus que la Bible, d'une certaine manière, raconte l'histoire du peuple hébreu, ce peuple qui est pas hébreu, excusez-moi, la Bible ne parle pas des Hébreux, elle parle des Israélites qui ont réussi à dominer le monde entier et à imposer une certaine marche. Et ceci est l'histoire de Joseph qui s'est répliquée à Congo. Qui est Joseph? Joseph dit l'hébreu. Joseph l'hébreu dit la Bible, telle que nous la connaissons. Et ses fils qui, par convoitise de ses autres frères, est arrêté et vendu aux marchands d'esclaves. Et par la suite, il va finir en Égypte. Une fois arrivé en Égypte, il va travailler pour les rois et puis il va occuper des postes prestigieux, ce qui va permettre aux Israéliens, beaucoup d'Israéliens, de se transférer en Égypte. Et par la fin, il va finir par devenir un pharaon. En réalité, ça, c'est une interprétation, comme je dis, une interprétation qu'avait donnée l'Église catholique. Les fouilles, les retrouvailles archéologiques ont permis de venir en contact avec beaucoup d'autres choses, notamment les écrits définis, les écrits apocryphes. Alors, selon les histoires apocryphes ou les interprétations alternatives, diverses de celles disons, de la chrétienté, Joseph arrive en Égypte pendant, disons, dans un état assez élevé, disons, pendant l'enfance, nous pouvons dire. D'ailleurs, vous devez vous souvenir qu'à cette époque, à l'époque très remontée, avoir 12 ans, on était déjà un homme. Ce n'est plus qu'aujourd'hui, on est encore un enfant. Encore même aujourd'hui, c'est relatif. Alors, il est adopté, disons, il grandit dans la cour royale, ok, et il était doué, comme l'on dit, il avait les dons. Il avait cette capacité d'interpréter les rêves et sans pour autant rentrer dans cette direction, continuons sur ce que nous avons pris. Et on ne va pas ici chercher de comprendre pourquoi il interprétait les rêves. Il y a une justification scientifique à cela, mais nous n'allons pas rentrer dans cette direction. Continuons vers l'autoroute. Il se passe un fait qui n'est pas reporté dans la Bible chrétienne. Joseph, pour prendre le pouvoir, il assassine les fils du pharaon. Qu'est-ce que cela signifie? Pour comprendre cela, il faut maintenant étudier la Kabbale. La Kabbale est un monde mystérieux fait de connaissances codifiées qui ont une pertinence rituelle, c'est-à-dire la ritualité est très importante. Et quand on parle de ritualité, on va à jambes ouvertes avec les sacrifices. Alors, il était important pour ces mondes kabbalistiques un sacrifice pour obtenir un grand pouvoir. C'est comme ça que la chrétienté ou la Bible chrétienne dit toute autorité vient de Dieu. Mais c'est que la phrase s'arrête là. Mais en réalité, ce n'est pas un point, c'est une virgule. Il y a un prix à payer. Les prix à payer, c'est les sacrifices. Quel sacrifice? Dans la littérature kabbalistique, on parle de sacrifice des sangs. C'est ainsi que Joseph, le premier Joseph, a dû se couvrir les mains des sangs pour prendre le pouvoir. Qu'est-ce qui se passe en réalité quand il prend le pouvoir? Même avant de devenir pharaon, le fait qu'il était devenu un homme, un haut placé, avait fait que beaucoup des Israélites et même des autres familles, pas seulement de la famille d'Abraham, parce que quand on parle d'Israël, on parle de la descendance d'Abraham. Les autres frères d'Abraham aussi, qui sont les Hébreux, et aussi sont arrivés en Égypte, selon cette traduction, parce que j'aimerais ici, je vais ici tranquilliser les Kamites qui connaissent l'histoire selon laquelle les Israélites n'ont jamais été en esclavage en Égypte. Cette histoire, du point de vue historique, est complètement fausse. Mais ici, nous étudions du point de vue de la planification psychologique, de la planification des faits.
Alors nous partons, nous nous en tenons à cela. Qu'est-ce qui va se passer quand les Israélites arrivent ou les Hébreux arrivent en Égypte? Petit à petit, ils vont dominer les secteurs économiques. Ils vont régner en maître dans la cité d'Égypte. Aux Égyptiens était difficile pouvoir avoir du commerce, faire disons, avoir des entreprises. Pourquoi? Parce que les secteurs étaient dominés par les Israéliens qui avaient un appui politique, qui étaient leurs frères, disons, Joseph, et toute une clique de personnes qui étaient aussi dans la situation, qui étaient aussi comme Joseph en politique. Ici, vous voyez un parallélisme déjà avec la République démocratique du Congo. Nous allons plus loin. Quand, à la fin, Joseph prend le pouvoir comme pharaon, les Égyptiens vont perdre tout droit. Tout droit. Et ça va devenir difficile. Cette histoire va s'accumuler, puis de pharaon en pharaon vont se succéder, jusqu'à ce que les Israéliens, dans cette histoire toujours, quand on parle, les Israéliens ne fouillent pas de l'Égypte. Les Israéliens sont chassés de l'Égypte. D'autant plus que quand vous lisez la Bible, vous allez voir que les Israéliens quittent l'Égypte avec de l'or. Ils sont chargés d'or. Vous imaginez que vous chassez quelqu'un voulait partir avec l'or? Non. Les Israélites avaient été demandés de partir, contrairement dans l'histoire que nous connaissons à ce qu'a fait Hitler. Hitler les a exterminés, ne les a pas permis de partir. C'est les Israélites qui ont survécu, qui ont pu sortir de l'Allemagne, ils sont sortis sans rien. Pendant que ceux qui ont quitté l'Égypte, ils sont partis ils sont partis chargés d'or. Il y a ces différences-là. Alors, en République démocratique du Congo, disons dans l'histoire du Congo, comme nous la connaissons, nous avons une situation bien similaire qui part depuis, et il y a une succession avec intervalle de temps. Il y a la mort de Nzingankufu comme roi Congo, le Mani Congo n'existait plus, ok? Alors, il y a le pouvoir est entre les mains des étrangers, c'est-à-dire nous pouvons parler d'une interruption, ok, non? Jusqu'à l'événement de l'indépendance où nous avons un personnage qui est Lumumba, ok? Qui est Lumumba. Lumumba prend d'une certaine manière le pouvoir, mais en réalité, il n'arrive pas au pouvoir, comme le fils du pharaon, qui n'est jamais arrivé au pouvoir parce que le pouvoir était pris par Joseph. Ici encore, on a un personnage, c'est Joseph Mobutu. Joseph Mobutu prend le pouvoir, mais comme toute autorité vient de dire, et cette phrase, comme je l'ai complétée auparavant, ne s'arrête pas avec un point, c'est un virgule, car il y a un prix, c'est là, le prix, c'est les sacrifices selon les rites kabbalistiques, a dit sacrifier Lumumba. Je rentre des pas en arrière. Joseph, ok, ne signifie pas ce que les gens pensent. Joseph, dans la littérature kabbalistique, signifie tout simplement cheval de Troie. C'est-à-dire, c'est ces fils étrangers qui vous allez faire vôtre et que la nuit, pendant que vous dormiez, va ouvrir les portes pour faire entrer les siens. C'est ainsi que Joseph Mobutu, quand vous regardez sa généalogie, vous allez vous rendre compte qu'il vient d'ailleurs. En termes toujours symbolistiques, hein. On parle toujours là, je ne rentre pas dans l'épopée ou dans la polémique sur les liens d'origine, je parle sur un point de vue historique et symbolique. C'est-à-dire, Mobutu vient d'un territoire étranger, qu'il soit, je ne sais pas, République centrafricaine, Gabon ou autre, et il s'appelle Joseph. Ok? Il est élevé par une femme congolaise, maman Mobutu, maman Yemo, excusez-moi, et puis, il devient le président après les sacrifices. Et qu'est-ce que Mobutu apporte? Mobutu apporte la politique étrangère, apporte la franc-maçonnerie, apporte les pouvoirs israéliens à prendre le contrôle du pays. Il a été ainsi. Mais à un moment donné, il faut ici noter cela, que Mobutu, par un certain parcours, prend conscience de cela. En fait, c'est comme ça qu'il change son nom en Joseph Mobutu à Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga, et change le nom du Congo au Zaïre, et change toute une série de normes. Et
c'était pas un cas que Mobutu crée les trois Zaïre. Zaïre comme notre monnaie, comme notre fleuve, comme notre pays. Ce n'est pas pour rien que cela a été fait. Ça a été quelque chose de vraiment bien étudié. Il a découvert certaines choses dont nous aurons la possibilité d'étudier beaucoup plus loin. Mais c'est là, Mobutu était devenu un fils légitime qui a, d'une certaine manière, désobéi aux ordres qui lui avaient été impartis. Il a, disons, d'une certaine manière, rompu les liens. Il a trahi la raison pour laquelle il avait été porté au pouvoir. Et pour ce faire, il devait être puni. Ainsi, il a été fait. Mais l'histoire se répète toujours. Et on prépare un autre Joseph, le dernier Joseph. Parce que c'est le troisième Joseph. Ce dernier, il arrive par Laurent Kabila. Et c'est le dernier, comme pour les deux premiers, il y a un sacrifice de sang. Exactement, on parle d'exécution. Dans les trois cas, dans les deux cas pour ce qui concerne les peuples Congo, il prend le pouvoir par sacrifice. Et qu'est-ce qu'il fait? Il apporte les autres, c'est-à-dire les siens. Ici, les siens ont été vus comme les Rwandais. En réalité, les choses vont encore beaucoup plus loin que ça. Il ne s'agit pas seulement des Rwandais. Mais il s'agit de ces mêmes forces qui avaient apporté Mobutu. Mobutu s'était échappé. Joseph Mobutu, devenu Mobutu, qui s'était échappé de ses contrôles. Il fallait maintenant réprimer la situation. Et cela a été fait. Mais c'est Kabila ici, disons, ou c'est Joseph ici, c'est un dernier. C'est les derniers. Comme certains déjà l'ont dit. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe que la situation congolaise ou au cœur de l'Afrique, nous pouvons la définir une véritable Armageddon. Pourquoi? Le pays Congo est en train de mourir en soi. Il est en train d'agoniser. Pourquoi je dis cela? Un pays ne se forme pas sur papier. Les pays se forment par unité nationale, c'est-à-dire le peuple, les gens qui sont unis, qui s'aiment, qui se connaissent. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il y a une méfiance de l'un de l'autre au niveau le plus haut. Beaucoup de personnes peuvent ne pas comprendre la signification profonde de cela. Mais ici, je vous permets de vous rappeler que quand il y a désunité, quand il y a méfiance entre les uns et les autres, entre les peuples des mêmes pays, le système pays est mort. Il n'existe pas. Les pays n'existent pas sur carte. Les pays existent par unité nationale, par volonté populaire. Quand cette volonté populaire n'est point, les pays n'existent point. Donc, vous vous rendez compte que on est en train d'assister à la mort du pays par la mort de l'unité populaire. Il y a eu, disons, ville morte. Aujourd'hui, tout le monde est resté à la maison, à rien faire, pour protestation. Eh bien, chers frères et sœurs, ceci n'est pas une protestation. Ceci est faire les jeux du loup. Pourquoi? Parce que vous allez rester sans ressources. Vous êtes enfermé sur vous-même. Et contrairement au passé, quand on obligeait les gens à rester enfermés dans les châteaux forts et à consommer seulement ce qui est à l'intérieur, dans cette situation ici, vous n'êtes pas forcé. On utilise la personne elle-même. On les convainc à se fermer autour d'elle-même. Je l'ai dit depuis l'année passée, la solution n'est pas celui des villes mortes ou des démonstrations. La solution est celui de créer une organisation communautaire parallèle aux fonctions, disons, à la machine de l'État. L'État Kabila n'existant pas, le pouvoir Kabila est un pouvoir illégitime sur tous les moyens, sur tous les niveaux. Il est important que les peuples comprennent les vrais enjeux. Les enjeux, ce n'est pas celui de faire partir Kabila d'une certaine manière. Écoutez,
si nous mettons les choses sur une balance des ressources, combien pensez-vous pouvez-vous résister? Parce que de l'autre côté, la clique Kabila, le régime Kabila a assez de sources économiques, monétaires et militaires pour résister autant de temps qu'il veut. C'est le peuple qui n'a pas de ressources, c'est le peuple qui est essoufflé. Et si le peuple continue dans cette direction, demain il ne pourra plus respirer. Et là sera la défaite totale. Le peuple a besoin de se refermer sur ses ressources. Le peuple a besoin de contrôler les territoires. Oui, il y a l'armée, mais cette armée, sont-ils des étrangers ou ce sont-ils des fils du pays? Les soi-disant militaires ou policiers que je vois terrasser les peuples, leurs frères et sœurs. Mais les militaires ont aussi des parents. Je ne pense pas qu'un militaire, sa femme et ses enfants, ses frères, son père, sa mère sont tous des militaires. Non, ce sont des civils. Mais si les militaires aujourd'hui obéissent à des ordres d'attaquer des civils, parce que ce ne sont pas les siens, mais cela signifie aussi que ses enfants, son père, sa mère, ses frères et sœurs pourront être attaqués par d'autres militaires. Il faut tout simplement les faire raisonner, les faire prendre conscience qu'à chaque personne qu'ils maltraitent, c'est un des siens qui va répondre. Il est ici question, pour combattre les régimes Kabila, de prendre une direction différente, la direction que l'on ne veut pas que vous preniez. Occuper les territoires. C'est-à-dire ignorer complètement, boycotter complètement le gouvernement Kabila et toutes ses organisations, mais s'organiser territorialement, recréer l'unité nationale, qui est peut-être difficile à réaliser aujourd'hui. Mais si les personnes intelligentes présentes sur le territoire se lancent dans une initiative de ce genre, le pouvoir ne pourra que s'agenouiller. Parce qu'il ne sera même plus pouvoir. Le pouvoir dépend du fait que vous leur donnez cette autorité en leur reconnaissant la capacité à pouvoir vous arrêter dans vos maisons. Une communauté doit être en mesure d'assurer les besoins fondamentaux qui sont en premier lieu le manger, la nourriture, l'eau potable et où dormir. Les télévisions, les voyages vont arriver après. Il est important aujourd'hui que dans chaque ville, dans chaque quartier, que les familles se rencontrent, voter ou nommer des comités de gestion populaires, communautaires, décider où vous allez mettre les champs. Parce qu'il est important que vous vous organisez de cette manière. Parce que l'État Congo, comme nous la connaissons, est déjà morte. Vous n'allez pas me contradire dans ça, parce que du moment où Joseph Kabila et les présidents du quoi non votés, on n'est pas dans un royaume, même s'il était le cas, son père n'était pas roi, et déjà son père, personne ne le connaît. Alors ça signifie tout simplement que ce territoire, qui n'est plus un pays, est occupé par un groupe de brigands. Mais ces brigands n'est pas à prendre à la légère parce qu'il appartient à un réseau international des brigands, le réseau international des nazis qui ont survécu à la Deuxième Guerre mondiale. Le nazisme aujourd'hui n'est plus comme nous l'avons connu dans le temps, où sur base d'eugénisme, on s'est basé sur la couleur des peaux. Non, les temps changent, les choses changent. Aujourd'hui, le nazisme suppose la domination complète. C'est tout. Et tout moyen est bon pour y arriver, y compris Joseph Kabila. Alors, essayons toujours de comprendre l'appareil politique ou la gestion politique qui est abîmée, qui se marie très bien avec les systèmes financiers, sont les plus grands problèmes. La mère de nos problèmes est bien les systèmes monétaires. Les systèmes monétaires internationaux, des Rockefeller, des JP Morgan et tous les autres.
La politique, en réalité, est un effet palliatif. C'est-à-dire, Joseph Kabila est là pour que les gens l'insultent, pour que les gens se battent contre lui, pour que les gens manifestent contre lui. C'est sa raison d'être. Pourquoi? Pendant ce temps, les multinationales sont en train d'acheter les pays. Ils sont tentés d'occuper les territoires. Les territoires que les Congolais se sont repris. Ce territoire est en train de partir. Aujourd'hui, on a les Chinois, les Malaisiens, les Pakistanais. Ils sont là comme des représentants des multinationales qui sont en train de vous lever les sols sous les pieds. Et pour le faire en douceur, il y a une poupée, une marionnette Kabila, Joseph Kabila, qui est là pour vous distraire. Je ne dis pas que les combats contre Kabila devraient s'arrêter, mais du moins, on doit être réalistique. Réaliser que celui-là est à tenir, disons, sous yeux. Mais de l'autre côté, il faut occuper les territoires. Trop de Congolais ou des Africains sont partis vivre à l'étranger et cela est un mal. Est un grand mal. La première richesse d'un pays, pour être reconnu, pour avoir une identité, il faut avoir un territoire. Et c'est ce territoire que les Africains, que les Congolais sont en train de perdre en ce moment ici. C'est les contrôles du territoire. Comment pouvez-vous vous expliquer aujourd'hui que les Chinois vous commandent sur votre propre territoire? Comment pouvez-vous l'expliquer? Parce qu'ils ont la politique derrière eux. Mais la politique est faite des personnes, vous êtes des personnes aussi. Les pouvoirs reconnus à ces politiciens, c'est vous qui les reconnaissez pour ces pouvoirs. Le peuple est les rois. Le peuple est les patrons parce que du moment où le peuple retire son mandat à une personne, eh bien cette personne n'a plus une autorité. Son armée devient un groupe de mercenaires. L'armée de Kabila est composée d'un groupe de mercenaires ou des brigands. C'est le peuple qui détient les pouvoirs et cela doit être bien compris. C'est ainsi que le peuple doit pouvoir être en mesure de s'auto-gérer et de ne pas courir les risques de finir dans une situation où il est complètement épuisé de l'intérieur par la faim. Les villes mortes, l'inactivité porte la faim, porte les désastres. Vous vous réveillez demain, il n'y a plus rien. Alors, tout ce que vous pouvez faire, c'est appeler vos frères et sœurs, parents qui sont à l'étranger, qui sont déjà dans une situation désastreuse pour vous envoyer de l'argent qu'ils n'ont même pas pour eux-mêmes. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret la vie des Africains en Europe. C'est une vie de pauvreté, d'extra-pauvreté. Fait des sacrifices énormes pour impressionner ceux qui sont restés en Afrique. Vous les connaissez, ce n'est plus un secret. Mais, mes frères, je sais, nous devons nous élever nos états de conscience. L'état de conscience est la seule voie. Nous devons réaliser notre véritable pouvoir. Les pouvoirs militaires, les pouvoirs de Kabila est un pouvoir atemporal qui a expiré. Qui aujourd'hui a expiré. Qu'est-ce qui constitue sa force? Son armée. Son armée est faite des peuples congolais. Son armée est faite des gens et fils des pays. Son armée est faite des gens que vous connaissez par nom et prénom. Ils sont une armée et puissants quand ils sont ensemble. Mais quand vous les prenez un par un, vous pouvez très bien les maîtriser. Je ne dis pas leur faire du mal, mais leur faire comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Ou les retourner de votre côté. Mais les pays, pour survivre en ce moment ici, doivent pouvoir s'organiser de manière intelligible. Parce que la question ici est que pendant que vous vous concentrez à faire partir Kabila, vous êtes en train de perdre les pays.
Et vous allez vous étonner quand vous en aurez fini avec Kabila, vous serez devenus des esclaves sur la terre de vos ancêtres. Parce que cette terre est vendue à coups, à petits morceaux et à bas prix. Par qui? Par l'autorité à qui vous avez donné les pouvoirs. À l'autorité à qui vous avez donné les pouvoirs. Kinshasa est un village, comme tous les autres villages, c'est une région comme toutes les autres régions. Il y a des autorités traditionnelles qui sont au-dessus et qui gouvernent cet appareil. Alors, sans pour autant rentrer dans cette direction, mais au niveau des communes, les gens qui sont à Limete, organisez-vous entre les gens de Limete, décidez comment vous pouvez survivre, de quoi vous avez besoin. Il faut garantir la nourriture, il faut garantir l'eau potable. Comment pouvez-vous vous fournir d'eau potable? Comment pouvez-vous assurer votre sécurité? Kinshasa est plein de sportifs. Vous pouvez vous armer très facilement. Non pour attaquer les autres, mais pour défendre la sécurité, une fois cela a été fait à Kinshasa. Ceux qui sont à Matete, à Massina, à Mbinza, à Bandal, organisez-vous selon votre superficie de territoire. Vous n'avez pas besoin d'un État. Vous n'avez pas besoin d'un État imposteur pour vous assurer la survie. D'autant plus que vous la reconnaissez comme imposteur. Vous la combattez, du moins organisez-vous. Comment voulez-vous que cet État qui est imposteur organise vos ressources alimentaires, vos moyens de survie? Eh bien, cher Pangui, chers frères et sœurs, quand nous faisons cette démarche-là, nous sommes voués à la mort. Nous sommes voués à la destruction. Je répète, le gouvernement Kabila représente aujourd'hui une arme létale au cœur de l'Afrique. Elle est là pour détruire les pays et détruire l'essence des nations. Ce projet fait partie d'un projet encore plus grand qui s'intègre au mouvement nazi international souterrain. Le peuple congolais doit réaliser que l'ennemi contre lequel il est en train de se battre est la pointe de l'iceberg. Il représente une réalité énorme qui est sous l'eau. Mais cette réalité énorme va devenir pertinente seulement dans la mesure où on continue à donner notre énergie, à reconnaître cette autorité positive ou négative. En reconnaissant Kabila, on lui donne les pouvoirs. En les combattant, on lui donne quand même les pouvoirs aussi. Ce qu'il faut faire, chers frères et sœurs, congolais et africains, il faut organiser un pouvoir parallèle. Un pouvoir non populaire, mais un pouvoir communautaire parallèle qui rejette toute autorité gouvernementale, parce qu'il ne s'agit même pas du gouvernemental, mais qui rejette toute autorité brigante et occupataire, parce qu'avec Congo, avec Kabila, c'est une colonisation encore. Mais nous ne rentrons pas dans cette direction. Mais ce que je veux dire ici, chaque communauté à Kinshasa, à Matadi, à Boma, à Kisangani, à Mbujimayi, partout sur les territoires congolais, et je m'annonce aussi à tous les territoires africains, doivent pouvoir tracer des lignes communautaires. Ceux qui en sentent l'impulse doivent pouvoir se réunir selon les communautés ou les grands quartiers, voter un appareil de gestion et garantir les besoins fondamentaux. La nourriture pour tout le monde. En Afrique, où l'on plante la nourriture, elle pousse. Il est aujourd'hui inconcevable qu'aujourd'hui, les gens qui sont en Europe, qui travaillent et gagnent des papiers, doivent envoyer ces papiers en République démocratique du Congo pour nourrir des gens qui naissent et qui grandissent dans l'abondance alimentaire, pendant qu'ici en Europe, c'est difficile de trouver un arbre qui pousse qui donne des fruits. C'est difficile. Mais pendant en Afrique, au Congo, la nourriture pousse de partout. Les besoins fondamentaux sont dans les temps
chaque nation devait en premier lieu assurer la nourriture et des réserves alimentaires en cas de problème. Les greniers Ari, des peuples Dogon, de tous les grands peuples, des peuples Zoulous. Chaque communauté doit être autonome. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les services absorbent les 85% de la population et la production agricole. La production animale n'absorbe que les 12% de la population. Mais nous allons mourir de faim dans très peu de temps. On n'est plus dans un monde qui raisonne. L'autosuffisance alimentaire est pertinente. Et il ne faut pas attendre que Kabila ouvre les projets des 4 maisons, je ne sais pas mon quoi. Le peuple peut se nourrir tout seul. L'autosuffisance alimentaire est une question personnelle. Elle n'est pas du tout à reléguer à n'importe quel gouvernement parce que vous finirez sous son contrôle. Parce que qui gouverne, gouvernement, gouverne les mentales. Et qui gouverne, pilote, trompe, trahit, comme il a toujours été le cas. Pourquoi? Parce que quand trop de pouvoirs sont concentrés entre les mains d'un petit nombre de personnes, les résultats sont attendus. Ici donc, mes frères et sœurs, nous devons comprendre, être en mesure de lire les signes des temps. Nous devons arrêter de nous laisser conditionner et raconter n'importe quoi par les politiciens du tour, les religieux du tour, ainsi des autres. Aujourd'hui, on parle des rencontres, disons, les pourparlers entre le gouvernement congolais et l'Église catholique. Mais vraiment, peuple congolais, vous laissez vous représenter par l'Église catholique. Mais avez-vous lu de l'Inquisition? Le peuple catholique a pratiqué l'Inquisition pendant 500 ans où ils ont volé tout ce qu'ils pouvaient mettre la main dessus. Voler, détruire. Vous devez juste vous informer un peu. Ou voulez-vous donner ces pouvoirs à l'église protestante, aux musulmans, ou qu'en sorte? Mais les gouvernements Kabila et sa contrepartie font partie de la même équipe. Le peuple n'a pas besoin de quelqu'un qui traite pour lui. Le peuple a besoin de se libérer lui-même. Ne plus reconnaître l'autorité du gouvernement Kabila puisqu'il ne s'agit même pas de gouvernement. Et ne pas attendre l'aide extérieure qui puisse venir vous sortir de la même. Parce que c'est cette aide extérieure qu'il a mis au pouvoir. En fin de compte, si aujourd'hui il y a désagrégation du sens populaire, si aujourd'hui les peuples congolais, les peuples africains ne savent plus se reconnaître, on arrive à la diffidence des uns des autres, alors le match est fini. Alors c'est game over. Cependant, il doit y avoir quelque chose que nous pouvons encore sauver. Cela revient à nous. Chacun doit pouvoir s'interroger intérieurement et comprendre la situation en jeu. Le pouvoir Kabila est légitime. Et par conséquent, il est peut-être un pouvoir, parce qu'un pouvoir se prend par le verbe je peux. Je peux, donc je peux. Il est facile de conjuguer les verbes pouvoir. Mais ce pouvoir-là doit être d'une certaine manière reconnu pour être authentique, pour avoir de l'action. Et c'est le peuple qui confère le pouvoir à Kabila. Et c'est ce même peuple qui a même de les lui retirer. Mais pour retirer le pouvoir à Kabila, il ne faut pas le combattre. Il faut l'ignorer. Il faut les boycotter. Il faut boycotter toutes les communes, toutes les organisations dites gouvernementales. Il ne faut pas reconnaître tous les policiers, tous les militaires qui s'affilent à ces pouvoirs-là. Et chaque peuple, chaque groupement doit pouvoir s'organiser de manière autonome. Et organiser des groupes de résistance. Je parle du point de vue militaire, tactique, dans le cas où il y aurait agression. Mais c'est seulement en recréant l'unité populaire que le peuple congolais aura la possibilité de survivre à Kabila et à ce qui va venir après. Parce qu'après Kabila, la tempête arrive et vous devez être préparés. Nous sommes à la hauteur des moisissures. La grosse tempête est en train d'arriver. Kabila, c'est la petite onde. La grande est derrière lui.
Et l'on doit être préparé pour ça. Eh bien, chers frères et sœurs, je vais m'arrêter ici. Nous avons la possibilité de continuer. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui nous suivent, qui m'écoutent. Je remercie le peuple congolais qui, en ce moment de grandes difficultés, démontre capacité, démontre sang-froid en premier allié. Mes pensées vont faire tous qui sont en train de mourir en ces derniers temps, de perdre leur vie, assassinés par les brigands et les nazis Kabila. Et cependant, ici, comme je dis, nous devons ponctualiser les faits. On dit que ce n'est qu'un idiot qui prétend avoir des résultats positifs en continuant à faire les mêmes choses qui n'ont pas marché hier. La lutte contre Kabila, qui n'a pas commencé avec Kabila, a commencé bien longtemps, doit être revue. Les méthodes, les moyens qui nous sont offerts par les mondes intellectuels occidentaux pour lutter à résoudre ces problèmes simplement n'ont pas porté des fruits. Et donc nous devons rentrer dans une phase de consultation pour créer des instruments nouveaux. La créativité humaine est là. Les hommes ont créé de quoi aller sur la Lune. Les hommes ont découvert que le monde est un hologramme. Comment pouvons-nous pas découvrir un moyen pour lutter contre, pour mettre fin à une dictature politique? Cela a été déjà démontré des millions de fois que c'est possible. Et donc, j'invite tous à pouvoir faire une réflexion personnelle. Je parle des Congolais et des Africains, à rechercher des moyens nouveaux. Ne pas se fossiliser sur les mêmes moyens qui n'ont pas produit des résultats efficaces. Parce que de l'histoire, nous connaissons très peu. Et de cette histoire véritable dont nous connaissons trop peu, nous en sommes vraiment, vraiment victimes. Et si nous n'arrêtons pas de faire ce que nous sommes en train de faire et de commencer réellement à fonctionner, à comprendre la réalité des choses pour trouver des raisons, pour trouver de solutions justes, je vous assure, chers frères et sœurs, que dans 30 ans, dans 35 ans, il y aura un autre Kabila qui va prendre le pouvoir. Il y aura des autres exilés en Europe, des autres Wamazulu qui, comme moi, se retrouveront en Angleterre à parler sur une radio internet, et des autres frères et sœurs congolais à mourir lors des manifestations, des villes mortes et qu'en sais-je. Je vous remercie pour m'avoir suivi. Vous pouvez suivre mes émissions sur les blogs, les blogs ou les sites web Kinkela Wamazulu, www.kinkelawamazulu.com. Ceci sera diffusé aussi sur ma page politique, ma chaîne politique sur YouTube. Vous pouvez aussi me trouver toujours sur ma page Facebook Kinkela Wamazulu. Je vous remercie et nous nous retrouvons à la prochaine.